Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Nietzsche. On avait déjà parlé de Nietzsche dans une précédente vidéo, mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à sa conception de la morale. Donc Nietzsche, c'est un philosophe allemand du XIXe siècle. Il a exercé une grande influence sur sa postérité, et en même temps, c'est un penseur à contre-courant. C'est un penseur qui rejette l'héritage de la plupart des philosophes considérés comme des références, à commencer par Socrate, et il n'y a guère que Schopenhauer qui trouve grâce aux yeux de Nietzsche. C'est le seul penseur auquel Nietzsche ait dédié l'un de ses livres, bien qu'il s'en soit écarté par la suite. Et en même temps, ça s'explique par le fait que Schopenhauer comme Nietzsche ont tous les deux développé une approche naturaliste de la pensée, c'est-à-dire que pour l'un comme pour l'autre, les idées étaient d'abord des productions du corps, ce qui veut dire que pour comprendre une idée, pour comprendre son essence, il faut comprendre le corps dont elle émane. Il faut comprendre son origine physiologique. Et ça va nous permettre de mettre en lumière la conception de la morale de Nietzsche, parce que la morale n'échappe pas à cette règle, et comprendre la morale pour Nietzsche, c'est comprendre qui a inventé la morale. C'est comprendre l'origine physiologique de la morale. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors la conception morale de Nietzsche, elle est exposée dans son livre La généalogie de la morale, qui fait suite à son autre livre Par-delà le bien et le mal. Et donc comme je le disais, pour Nietzsche, il est essentiel d'expliquer d'où vient la morale pour comprendre ce qu'est la morale, ce qu'elle est dans son essence. Il y a donc une dimension historique dans la philosophie de Nietzsche, puisque pour lui, toute idée, toute valeur, est d'abord le fruit d'une histoire qui a un commencement, qui a une naissance. Et la naissance de la morale, c'est la religion. Nietzsche est quelqu'un d'extrêmement critique envers la religion. Il est critique de manière générale envers toutes les philosophies qui présupposent un arrière-monde. Alors qu'est-ce que c'est qu'un arrière-monde ? Bien, c'est l'idée qu'il existerait un monde au-delà de notre monde physique et matériel. C'est l'idée, par exemple, qu'il existerait un monde intelligible, comme on le trouve chez Platon, ou qu'il existerait un paradis, comme on le trouve chez les chrétiens. D'ailleurs, pour Nietzsche, Platon et christianisme, même combat. Même combat parce qu'on a affaire à deux conceptions du monde dualistes, c'est-à-dire des conceptions du monde qui présupposent une séparation entre un ici-bas, le monde matériel, et un au-delà, le monde spirituel, le monde divin. Ce dualisme, Nietzsche le rejette parce qu'il considère que cela témoigne d'un rejet de notre monde. Vouloir qu'il existe un monde au-delà du nôtre, c'est d'une certaine manière ne pas accueillir notre monde, ne pas s'en satisfaire. C'est avoir besoin d'un monde dans lequel les difficultés que nous rencontrons ici-bas n'existeront plus. Et donc ça, pour Nietzsche, ça dénote une inadaptation à notre monde. Ça dénote ce que Nietzsche appelle le ressentiment. Pour Nietzsche, toutes les philosophies du dualisme sont des philosophies du ressentiment. Autrement dit, ce sont des philosophies qui condamnent notre monde, qui condamnent le monde de la matière, et même au-delà, qui condamnent la vie elle-même. Le ressentiment, c'est vouloir que la vie ne soit pas la vie. C'est vouloir que la vie ne soit pas le terrain d'affrontement des forces. Parce que c'est d'abord ça la vie, c'est le terrain d'affrontement de forces qui s'opposent, qui se télescopent. C'est ça la vie, c'est un rapport de force permanent. Et dans ce rapport de force, il y en a qui sont plus ou moins dotés, qui sont plus ou moins privilégiés par la nature. Et évidemment, les moins privilégiés vont être ceux qui vont le plus rejeter ce principe de l'affrontement des forces. Et qui sont ceux qui vont rejeter ce principe ? Eh bien pour Nietzsche, c'est très clair, ce sont les faibles. Alors on pourrait dire, d'accord, les faibles rejettent le monde physique parce qu'il est le lieu d'affrontement des forces. Et effectivement, quand on est faible, on a plutôt intérêt à éviter le conflit. On a plutôt intérêt à éviter de se confronter à des forces supérieures à la nôtre. Il en va de notre survie. Et vous allez me dire, quel rapport avec la morale ? Bien, vous allez voir que c'est très simple. Pour Nietzsche, l'invention de la morale correspond d'abord à une stratégie des faibles pour se protéger des forts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la morale, elle est fondée sur un ensemble d'interdits. La morale, c'est ce qui nous dit tu dois et tu ne dois pas. Tu peux ou tu ne peux pas. Donc ce qui définit la morale, c'est la restriction. Ce qui définit la morale,
c'est la limite à notre comportement. La morale nous dit tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, tu es obligé de prendre en compte l'autre, et parce que l'autre existe, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas vivre comme si l'autre n'existait pas. Ce qui veut dire que ce qui fonde la morale, c'est l'existence d'autrui. Et c'est vrai que si vous vivez tout seul dans la forêt, d'une certaine manière, la morale ne vous servira à rien. Elle ne vous servira à rien parce que vous n'aurez pas besoin d'un code de conduite. Le code de conduite, vous en avez besoin quand vous êtes en rapport avec l'autre, pas quand vous êtes tout seul, pas quand votre objectif, c'est la survie. Donc ce qui fonde la morale, c'est l'existence de l'autre, c'est la prise en compte de l'autre, et donc la morale nous dit que parce que l'autre existe, on doit le respecter, on doit respecter sa dignité, on doit respecter la valeur de sa vie, et on ne peut pas utiliser l'autre comme un moyen pour parvenir à nos fins. C'est ce qu'on retrouve dans la morale kantienne, l'idée que l'autre ne peut jamais être traité comme un moyen, mais doit toujours être traité comme une fin en soi. Je ne peux pas utiliser l'autre comme un moyen, parce que l'autre est un autre moi-même, parce qu'il possède une conscience, parce que sa valeur est au-delà de toute marchandisation, au-delà de toute instrumentalisation, et parce que l'autre est un autre moi-même, je ne peux pas lui infliger, je ne peux pas lui faire subir ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse subir. Je suis donc obligé d'en rabattre sur mes instincts, sur mon animalité, pour laisser une place à l'autre, pour le laisser exister à mes côtés. Donc ça, c'est ce qui fonde la morale, et c'est d'ailleurs ce qui fonde également toute vie sociale. Il faut bien comprendre que la morale, la religion, ce sont également des systèmes de coexistence sociale. C'est ce qui permet aux individus de cohabiter les uns à côté des autres de manière pacifique. S'il n'y avait pas de morale, il n'y aurait pas de coexistence pacifique entre les individus. Autrement dit, toute vie en société serait impossible. Et c'est parce qu'il est nécessaire de fixer des limites à notre conduite que nous avons inventé les notions de bien et de mal. Le bien et le mal, ce sont d'abord des créations humaines dont le but est de s'accorder sur ce que l'on a le droit de faire et sur ce que l'on n'a pas le droit de faire. Donc la morale, si on voulait la définir de manière extrêmement simple, voire simpliste, c'est la valorisation du bien et la dévalorisation du mal. Et quand je dis dévalorisation, on peut même aller jusqu'à dire condamnation. La morale condamne le mal. Et dans cette idée de condamnation, il y a un peu plus que l'idée du simple rejet. Il y a l'idée de la culpabilisation. Faire le mal doit nous faire nous sentir coupables. Ce qu'on appelle la mauvaise conscience. C'est ça que cherche à nous dire la morale. En faisant le mal, on doit se sentir coupable. Et c'est exactement là que réside le problème selon Nietzsche. Le problème ne réside pas tant dans le fait d'ériger des règles de conduite, parce qu'après tout, sans règles de conduite, on ne pourrait pas coexister. Mais le véritable problème, c'est l'entreprise de culpabilisation qui accompagne la morale. Et d'ailleurs, cette culpabilisation, on la voit à l'œuvre dans le champ lexical de la morale et de la religion. Dans la religion chrétienne, on trouve très fréquemment la notion de péché. Le péché étant ce qui est censé nous conduire en enfer. Et les 7 péchés capitaux sont là pour nous rappeler que si on se laisse aller au vice, on sera tôt ou tard jugé par le Tout-Puissant. Cette idée de jugement dernier, elle aussi va dans le sens de cette culpabilité. Et le jugement de celui qui a fait le mal, c'est le châtiment. Autrement dit, pour Nietzsche, l'essence de la morale, c'est la culpabilité. Et pourquoi la culpabilité est quelque chose d'indispensable? Eh bien, Nietzsche a la réponse, c'est parce que la culpabilité est le seul moyen d'empêcher le fort d'exprimer sa force. La culpabilité est faite pour empêcher le fort d'être fort, pour l'empêcher d'exprimer sa nature d'être fort. Alors vous allez me dire, on peut être fort sans chercher à nuire aux faibles, sans chercher à faire subir aux faibles le poids de notre force. Et c'est vrai. Mais sauf que, on l'a dit tout à l'heure, la vie c'est d'abord le théâtre du conflit, le terrain d'affrontement des forces. Et donc, objectivement, dans cette situation, le faible est pénalisé. Si l'être humain est d'abord un être de pulsion, un être de vitalité, un être instinctif qui va tout faire pour la survie, il est évident que dans ce jeu, l'espérance de vie du faible est réduite. Lorsqu'il y a affrontement pour la ressource, lorsqu'il y a conflit pour l'appropriation du point d'eau, le faible, il est un peu à la remorque.
Le faible, c'est pas celui qui va nous faire triompher. C'est plutôt celui qu'on va envoyer en éclaireur et qui risque d'y passer. On va pas se mentir. Donc dans une vie terrestre qui se définit d'abord comme le lieu d'affrontement des forces, le faible part avec un handicap. On a beau aujourd'hui vouloir nier cette nature animale et instinctive de l'être humain, il n'empêche que la force, que ce soit la force physique ou la force psychologique, reste aujourd'hui un avantage évolutif, quand bien même les avancées technologiques viendraient largement relativiser cette valeur de la force. Pour en revenir à la notion de culpabilité, ce que nous dit Nietzsche, c'est que l'idée même de culpabilité n'aurait pas pu naître dans l'esprit d'un fort. Parce que le fort, il s'en moque de la culpabilité. Et il s'en moque que son adversaire n'éprouve pas de culpabilité. Parce que c'est pas son problème. Deux forts qui s'affrontent ne vont pas se reprocher d'utiliser la force l'un contre l'autre. Deux forts qui s'affrontent ne vont pas aller porter plainte. Ils vont mesurer leurs forces l'un à l'autre, et c'est le plus fort qui triomphera. Et le vaincu acceptera sa défaite au nom du fait qu'il avait accepté cette règle du jeu. On voit mal Léonidas guider son armée jusqu'aux Thermopyles et se plaindre d'avoir été tué par les Perses. On voit mal l'aristocrate provoquer en duel celui qui l'aura insulté pour ensuite se plaindre d'avoir reçu une balle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que le fort accepte l'idée que, dans la vie, il est parfois nécessaire de se confronter à la force de l'autre. Et de la même façon que la gazelle ne portera jamais plainte contre le lion pour l'avoir mangé, pour Nietzsche, il n'y a aucune raison que l'on fasse culpabiliser le fort pour avoir employé sa force, c'est-à-dire pour avoir simplement exprimé sa nature. Alors évidemment, la vision nietzschéenne, c'est une vision naturaliste des rapports humains. Autrement dit, pour Nietzsche, l'homme est d'abord un animal. L'animal, c'est ce qui est animé. Et animé, ça veut dire doté d'une âme. Animus, en latin, c'est le principe vital. Ce qui définit l'être humain, comme tous les animaux, c'est son élan vital. C'est son souffle de vie. Et dès lors qu'on a défini la vie comme un lieu de conflit, comme un lieu d'affrontement des forces, il n'y a aucune raison, parce qu'il n'y a aucune possibilité, d'aller à l'encontre de ce principe. La vitalité est le principe de tout être vivant. Donc dans cette situation où le faible est pénalisé par rapport au fort, il est évident que le faible a tout intérêt à priver le fort de son arme fatale. Le faible a tout intérêt à ce que le fort n'exerce pas sa force contre lui. Et donc qu'est-ce que va faire le faible? Il va inventer la morale. Il va inventer des règles, il va inventer des valeurs, il va inventer des interdits qui font que le fort va hésiter à employer sa force, que le fort ne sera plus légitime à exercer sa force. Et c'est ça, pour Nietzsche, l'acte de naissance de la morale. La morale, c'est une entreprise de culpabilisation du fort, inventée par les faibles pour se réapproprier le pouvoir. Si vous préférez, pour Nietzsche, le faible est conscient qu'il ne peut pas employer sa force contre le fort. Le faible est conscient que, dans cette équation, il est perdant. Donc le faible est obligé de recourir à la ruse, à la stratégie. Il est obligé de trouver une voie détournée pour renverser le rapport de domination. Si on l'enferme seul à seul dans une pièce avec un fort, le faible est conscient qu'il est mort. Mais si on l'enferme dans une salle de procès dans laquelle on fait appliquer la loi qui nous dit qu'on ne doit pas faire du mal au faible, qu'on ne doit pas le faire souffrir, eh bien dans cette situation-là, le fort devient le faible. Celui qui a exercé sa force devient le coupable non plus aux yeux de la nature et du principe de l'élan vital, mais coupable aux yeux des règles morales, coupable aux yeux des règles de la coexistence pacifique, coupable aux yeux de la société. Voilà ce qui définit le principe de la morale selon Nietzsche. Le principe de la morale, c'est l'auto-institution de la bonté des bons. Et qui sont les bons? Ce sont les faibles. Qui sont les bons? Ce sont ceux qui ne peuvent pas se permettre d'être autre chose que bons. Parce que pour Nietzsche, si on est bon, c'est d'abord parce qu'on n'a pas les moyens d'être autre chose. Si on est bon, c'est parce qu'on ne veut pas s'attirer les foudres du fort. Et donc, en érigeant leur bonté en valeur, les faibles venaient de créer la morale. Donc évidemment, je me doute que, parmi vous, tout le monde ne sera pas d'accord avec cette vision.
et je n'ai pas besoin de préciser que ce n'est pas l'objet. L'objet n'est pas de vous faire adhérer à la morale nietzschéenne, l'idée est de vous faire entendre un point de vue différent sur les origines d'une morale qu'on a tendance à considérer comme un phénomène spontané, comme quelque chose qui serait inhérent à la nature de l'homme. Peut-être que la morale est quelque chose d'inhérent à la nature de l'homme, mais peut-être que c'est aussi le fruit d'un constat. Le constat de l'impossibilité de survivre si on ne limite pas l'expression de la force. Qu'est-ce qui définit, en règle générale, les règles morales? C'est la bienveillance, c'est la générosité, c'est la considération de son prochain. C'est ça qu'on retrouve dans la plupart des systèmes moraux. La considération de son prochain. Mais ça, pour Nietzsche, c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans la nature. Pour reprendre l'exemple que donne Nietzsche, l'oiseau de proie ne se pose pas la question de la moralité de son action lorsqu'il mange un agneau. L'oiseau de proie ne considère pas l'agneau comme son ennemi. Au contraire, l'oiseau de proie en raffole de l'agneau. Alors que l'agneau, parce qu'il a développé une peur de l'oiseau de proie, il va le détester. Il va lui en vouloir. Il va lui reprocher d'être un oiseau de proie. Il va le lui reprocher parce que l'oiseau de proie est une menace pour lui. Et ça permet de comprendre ce que Nietzsche considère comme étant l'origine de nos jugements moraux. Et de comprendre que le bien et le mal ne sont pas des notions transcendantes et absolues, c'est-à-dire ne sont pas des notions qui nous viennent du ciel, mais ce sont des notions proprement humaines qui n'ont d'autre but que de nous protéger. L'idée que le bien et le mal seraient des notions universelles, voire divines, pour Nietzsche, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'en tant que naturaliste, il veut trouver l'explication naturelle, l'explication physiologique de toutes nos productions mentales, de toutes nos productions culturelles. Le bien et le mal, c'est ce que l'on considère comme étant bien ou étant mal du point de vue de notre intérêt. C'est ça qu'il faut comprendre. Le bien et le mal répondent d'abord à une logique d'intérêt. Ce qui veut dire que si on est engagé dans une lutte contre le fort, on n'a aucun intérêt à placer cette lutte sur son propre terrain. On n'a aucun intérêt à rivaliser de force avec lui. Au contraire, on a tout intérêt à montrer que son terrain n'est pas légitime. On a intérêt à montrer qu'en recourant à la force, le fort fait quelque chose d'injuste, fait quelque chose de condamnable, de répréhensible. Et si on arrive à faire admettre l'idée qu'en utilisant la force, le fort se rend coupable, eh bien on a gagné. On a gagné parce qu'on aura entraîné la réprobation vis-à-vis du fort, qui dès lors cesse d'être fort. Le fort isolé cesse d'être fort. Le fort face à la foule de faibles, il est dépassé. C'est en ce sens qu'on peut définir la morale comme la force des faibles. Parce que c'est la force des faibles coalisés, qui parce qu'ils ne sont pas dotés d'une force à titre individuel, vont chercher à créer la force à titre collectif. Donc évidemment, si les faibles constituent la majorité d'une population, et qu'ils arrivent à s'entendre sur ce qu'ils veulent condamner chez le fort, bien à ce moment-là, ils deviennent les forts. Ils deviennent les dominants. La morale pour Nietzsche, c'est une véritable entreprise de renversement des valeurs qui va consister à faire passer la force pour une faiblesse, et la faiblesse pour une force. Et d'ailleurs, on le voit très bien avec l'exemple du Christ, que Nietzsche critique de manière extrêmement virulente. La passion du Christ, la crucifixion du Christ, c'est la sanctification de la faiblesse. C'est la béatification de l'impuissance. C'est comme ça que Nietzsche analyse le christianisme. La béatification de l'impuissance, l'éloge de la passivité. Parce que le Christ, c'est celui qui accepte son sort. Il accepte sa condamnation, et lorsqu'il dit « pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il est en train de trouver des excuses à ses oppresseurs. Il est en train d'aimer ceux qui mettent fin à son élan vital. Pour Nietzsche, la morale est quelque chose de mortifère. Mortifère parce qu'elle va contre la pulsion vitale de l'homme. Cette pulsion vitale qui va faire qu'on va se défendre coûte que coûte face à un ennemi, c'est-à-dire face à quiconque représente une menace contre notre survie. Accepter que l'autre menace notre vie, accepter qu'il interrompe notre élan vital, selon Nietzsche, c'est ça qui devrait être condamné. C'est ça qui devrait faire l'objet d'une disqualification. Et au contraire, exalter l'élan vital, célébrer la volonté de puissance, c'est ça qui devrait être érigé en valeur suprême.
Voilà pourquoi la critique nietzschéenne de la morale ne correspond pas à une absence de morale. C'est simplement que pour Nietzsche, parler de bien et de mal, c'est hypocrite. C'est hypocrite parce que c'est vouloir faire passer pour des principes absolus, ce qui ne sont en fait que des moyens de survie. C'est vouloir faire passer pour des valeurs universelles et transcendantes, ce qui ne sont en fait que des inventions du genre humain pour se conserver. Voilà pourquoi Nietzsche récuse les termes de bien et de mal, mais il ne récuse pas pour autant l'idée de bon et de mauvais. Parce que bon et mauvais, c'est toujours par rapport à quelque chose. Rien n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est toujours bon ou mauvais d'un certain point de vue. Est-ce qu'un couteau c'est bon ou mauvais? Si c'est pour couper une entrecôte, c'est bon, et si c'est pour aller planter le voisin, c'est mauvais. Si tant est qu'on admette que planter son voisin c'est quelque chose de mauvais. Et vous voyez, c'est toujours relatif. Ça dépend toujours du système de normes et de critères qu'on présuppose. Donc il n'y a pas de bien et de mal absolu, il n'y a pas de bien et de mal en soi. Le bien et le mal sont relatifs à la survie de l'être humain, relatifs à l'intérêt des hommes. Et toutes les valeurs que l'homme va créer pour disqualifier tel comportement, pour juger que telle chose est bonne et telle chose est mauvaise, pour Nietzsche, tout ça n'est qu'artifice, tout ça n'est qu'hypocrisie, tout ça n'est que vaine tentative pour se cacher à nous-mêmes notre véritable nature. Et donc à chaque fois qu'on condamne le comportement d'un être humain à partir de critères qui seraient le bien et le mal, on est dans la négation de l'essence même de l'être humain, on est dans la négation de la vitalité qui anime l'être humain. On est dans ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Alors si vous n'êtes pas familier de la philosophie de Nietzsche et que vous allez rechercher la définition du mot nihilisme dans un dictionnaire, vous allez voir que la définition qui vous est donnée, c'est le rejet de toutes les valeurs, le rejet de toutes les croyances, de toutes les normes qui fondent une société. Et là, vous allez vous dire, c'est Nietzsche qui est nihiliste, puisque c'est Nietzsche qui refuse d'accorder de la valeur aux notions morales. C'est Nietzsche qui refuse d'accepter la distinction entre le bien et le mal. Oui, mais sauf que pour Nietzsche, le nihilisme, ce n'est pas le rejet des valeurs dominantes, ce n'est pas le rejet des valeurs qui ont triomphé, c'est le rejet de ce qui fait l'essence de l'homme. C'est le rejet de ce que Nietzsche considère comme étant la véritable valeur de l'homme. Et la véritable valeur de l'homme, selon Nietzsche, c'est la puissance. Tout ce qui rejette la puissance participe du nihilisme. Tout ce qui rejette la vitalité, tout ce qui rejette la force, tout ce qui rejette l'affirmation de soi, pour Nietzsche, c'est du nihilisme. Le nihilisme ne consiste donc pas à dire que rien n'a de valeur, ou que toutes les valeurs se valent. Le nihilisme consiste à refuser le fait que ce qui a de la valeur, c'est la puissance. C'est ça le nihilisme pour Nietzsche. C'est rejeter cette valeur fondamentale de l'être humain qui est la volonté de puissance. Donc pour Nietzsche, il n'y a pas de bien et de mal, mais il y a du bon et du mauvais. Et le bon et le mauvais permettent de remettre en perspective la valeur des normes et des concepts humains. Donc il peut y avoir une morale du fort, la morale de la bravoure, la morale du panache, et même d'une certaine manière, la morale du sacrifice. Parce que pour Nietzsche, ce n'est pas la forme de l'acte qui fait sa valeur. Ce qui fait la valeur morale d'un acte, c'est sa force. Autrement dit, c'est la volonté de puissance qui investit cet acte. On peut trouver de la volonté de puissance dans un acte de générosité. On peut trouver de la volonté de puissance dans un acte de partage ou de bienveillance. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible parce que tout dépend de l'énergie qu'on met dans notre action. Et ce que Nietzsche appelle la morale d'esclave, c'est lorsque l'action est réalisée non pas à partir d'une volonté de puissance animée par l'élan vital, animée par l'exaltation de la vie, c'est lorsque l'action est animée par le ressentiment. C'est lorsque l'action est animée par l'animosité, par la jalousie, par l'envie, c'est-à-dire par des forces qui sont anti-vitales, par des forces mortifères. Le combat n'est pas mortifère, parce que le combat fait partie de la vie, parce que le combat est même l'un des principes de la vie. Mais le ressentiment, le désir de vengeance, l'aigreur, la rancune, ça ce sont des forces mortifères. Ce sont les forces du faible qui a besoin de recourir à la stratégie pour parvenir à ses fins.
L'hypocrisie, c'est la force du faible. La médisance, c'est la force du faible. Et ce sont des forces mortifères parce qu'elles vont à l'encontre du principe de la vie qui est l'affirmation. La volonté de puissance, c'est une volonté d'affirmation. Là où le faible va s'inscrire non pas dans une logique d'affirmation, mais dans une logique de négation. Le faible, ce n'est pas celui qui va chercher à affirmer ce qu'il est, mais à nier ce qu'est l'autre. C'est ça la différence. Le faible, c'est celui qui a besoin de nier l'autre pour pouvoir s'affirmer. Autrement dit, c'est celui qui est toujours dans un rapport de comparaison avec l'autre, de frustration vis-à-vis de l'autre. C'est celui qui, voyant que son voisin a une plus belle voiture, une plus belle maison, une plus belle femme, va nourrir une rancœur contre lui, va employer sa vie à lui nuire, simplement parce qu'il est jaloux de ce que lui n'a pas, simplement par faiblesse morale. La morale du ressentiment, la morale d'esclave, c'est la morale de la négation. C'est la morale de la réactivité vis-à-vis de l'autre. Là où le fort va être dans un rapport proactif au monde, c'est-à-dire le désir d'entreprendre, le désir de produire, le désir de créer, le faible va être dans un rapport de réaction vis-à-vis du monde. Le faible, c'est celui qui a besoin du fort pour pouvoir employer contre le fort les armes du faible. Si vous préférez, le faible, c'est celui qui a besoin du fort pour jouer son rôle de faible. Là où le fort n'a pas du tout besoin du faible pour jouer son rôle de fort. D'ailleurs, le fort ne joue pas de rôle. Il se contente d'être. Il se contente d'affirmer sa puissance vitale. Il se contente d'affirmer sa volonté de puissance. Il se contente d'être dans la vie. Et encore une fois, c'est très important de comprendre qu'il y a 1001 façons d'être dans l'affirmation. Il y a 1001 façons d'être dans la volonté de puissance. Et tous ceux qui vous diront que la volonté de puissance, c'est le fait de montrer à l'autre notre puissance, c'est le fait de l'écraser de notre puissance, tout cela n'ont rien compris à ce que dit Nietzsche. Tout cela sont même exactement dans ce que Nietzsche méprise, à savoir dans le ressentiment, à savoir dans le besoin de justifier ce qu'ils sont, le besoin de prouver des choses aux autres, de prouver des choses à eux-mêmes, parce que quand on a besoin de prouver des choses, c'est qu'on a besoin de prouver des choses. C'est parce qu'on manque de la confiance en ce que l'on est. On a besoin de prouver des choses quand on manque de confiance, quand on manque d'assurance, quand on a besoin de se rassurer. Mais le fort n'a pas besoin de se rassurer. Le fort est conscient de sa force. Et c'est parce qu'il est conscient et confiant en sa force qu'il n'a pas besoin de l'afficher en permanence, qu'il n'a pas besoin d'en faire la démonstration permanente. L'exemple que je donne souvent, c'est le boxeur de compétition ou le combattant de MMA, qui est généralement un individu extrêmement paisible en dehors du ring. Les boxeurs, les combattants, dans leur grande majorité, ne sont pas des gens qui vont chercher l'embrouille. Ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont les meilleurs. Ils se contentent de l'être. D'une certaine manière, la volonté de montrer qu'on est le meilleur est inversement proportionnelle à la certitude que l'on a d'être le meilleur. Encore une fois, vouloir prouver quelque chose, c'est considérer qu'on peut en douter. Et quand on ne doute pas de quelque chose, on n'en cherche pas la preuve. Le surhomme n'a rien à prouver. Et c'est justement ça qui en fait un surhomme. Il n'a rien à prouver. Être dans la réactivité vis-à-vis de l'autre, être dans la nécessité de se positionner comme supérieur à l'autre, ce n'est pas être un surhomme. Ce n'est pas être dans l'affirmation. C'est encore être dans le nihilisme. Être dans l'affirmation, c'est ne pas accorder de valeur, c'est ne pas accorder d'importance au jugement de l'autre. C'est ça être un surhomme. Ne pas accorder d'importance au jugement de l'autre. Le fort n'est pas dans la réaction vis-à-vis du faible, c'est le faible qui est dans la réaction vis-à-vis du fort. Le fort n'est pas dans la réaction, le fort est dans l'indifférence. Le fort n'est pas quelqu'un qui va surréagir aux actes du faible. Et s'il réagit, c'est parce qu'il aura considéré que le faible pouvait représenter à un moment donné une menace contre lui, ou une tentative de lui opposer sa force. Et dans ce cas-là, le fort fera ce qu'il sait faire de mieux. Il emploiera sa force. Mais il ne l'emploiera que parce qu'il aura estimé que ne pas l'employer, ce serait comme nier la vie en lui.
Le fort chez Nietzsche, c'est d'abord un combattant de la vie, d'une vie qui ne rejette pas le conflit, d'une vie qui assume le conflit, d'une vie consciente de ne pas être que paix et amour, d'une vie consciente du fait que la destruction fait parfois partie de la vie. Et il faut parfois savoir détruire pour reconstruire. Le fort n'hésite pas à détruire parce qu'il sait qu'il reconstruira. Et que, de la même façon que la naissance succède à la mort, la construction succède à la destruction. Le fort ne se plaint pas que la vie le fasse souffrir, parce qu'il sait que la souffrance n'est qu'éphémère, et surtout, il sait que vouloir que la vie le prémunisse contre la souffrance, ce serait vouloir que la vie ne soit pas la vie. Ce serait vouloir que la vie ne soit plus la vie. Le fort accepte la vie, il embrasse la vie, il danse avec la vie, parce qu'il aime l'idée que ce qui le traverse soit en même temps ce qui le dépasse, que ce qui l'anime soit aussi ce qui lui survivra. Le fort accepte la vie, et le fort accepte le faible, même s'il aimerait parfois que le faible se réveille, que le faible se redresse, que le faible vive. Car alors le faible ne sera plus le faible, il deviendra le maître, il deviendra un surhomme. Je vous remercie.